m'a coupé dans mon élan. Fais les professionnels, s'il te plaît, fais-nous pas honte. Ouais, fais-nous pas honte, c'est ça. Hey, salut tout le monde à la maison. Bienvenue à un nouvel épisode des Trois Pistons. Hervé, j'ai une question pour toi tout de suite. Je t'écoute. Connais-tu la classique? J'en ai entendu parler de vous, mais pas beaucoup. Bon, ben, reste avec moi. Hervé, Salut, Marc, Salut, Marc, Hervé. Enchanté. Salut. Donc, Marc Chartrand, tu es l'organisateur de la classique. Oui. Et là, d'entrée de jeu, je te donne un défi. Vas-y, j'écoute. Hervé, c'est un urbain. La moto double usage, pas vraiment. Donc, ton but aujourd'hui, c'est à la fin de l'entrevue, il veut aller s'inscrire. OK. Ben, on va commencer par une expression en anglais. Once you try adventure, you never go back. Oh! Ça commence bien. Donc, avant de parler vraiment de la classique, ce que je te propose, c'est d'aller faire un petit détour par Ride Aventure, le forum Ride Aventure, parce que c'est un peu là où les rides moto, en fait, organisés là, Ouais. à plus grande échelle, ont commencé. Fait que Ride Aventure, t'en es aussi un des acteurs maintenant? Présentement, oui. Ben, c'était pas. J'ai pas été le fondateur. Non. Ça a été fondé en 2007, en fait. Ça a été fondé 6 mois après la première classique. OK? Oui, curieusement. Parce que jadis, comme quand moi j'ai commencé dans le monde de la moto-aventure au Québec, c'était vers 2005-2006, il y avait un forum qui s'appelait Moto-aventure Québec. Mhm. Ce forum-là ressemblait beaucoup à celui de Ride Aventure. Il y a une journée, il y a un monsieur au nom de Marc Dubois, tout le monde l'appelle Touche, il a décidé de partir le forum Ride Aventure. Donc Touche, c'est le fondateur initial de la classique. Mais dans ce temps-là, ça s'appelait la Ride à Touche. OK. C'est ça. Donc Touche, il a organisé la classe. En fait, les trois premières Rides à Touche. À la 4e année, il a décidé, il voulait passer à d'autres choses. Fait que finalement, j'ai commencé à jaser avec un de nos amis, Dave Renouf. Puis Dave, on a dit que ça tente de la reprendre, oui, go. Puis finalement, on a décidé en 2010 de lancer la première classique. La première vraie classique, Exact. on va dire. Mais l'impact d'un forum comme Ride Aventure pour aller chercher des membres, pour aller chercher de la participation, c'était dur à dire, c'était au bout de mon souffle. C'est quand même quelque chose qui a été important parce que dans Ride Aventure, il y avait entre autres la Ride des débutants qui existe encore, je pense, aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de rides qui se sont organisés à travers les années. Donc, il y a la ride des débutants, mais je veux juste dire comme le préfixe ride, ça a commencé un petit peu au tout début. À la première ride à touche, ça s'appelait pas la ride à touche. OK? Ça s'appelait une ride, tout simplement. Ouais. Puis, il y a eu une vidéo qui a été faite après la randonnée. C'était vraiment la première fois qu'il y avait une randonnée qui se faisait où tu avais des différents niveaux, puis une route pour chaque catégorie de pilotes. Puis le nombre, on parle-tu d'un gros groupe à cette époque-là? Ou, pas du tout. Non, en fait, la première, là, je pense qu'on était 58. OK. C'est sûr que 58, quand même pour nous, c'était un nombre dans ce temps-là. Ouais, Là. C'était ouais, wow, c'était un gros wow. Là. Aujourd'hui, quand tu compares avec la classique d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais, fait que c'était trois niveaux de difficulté. OK. Il y avait facile, moyen, très difficile. Puis ça commençait en face de l'hôpital de Saint-Eustache. OK. Puis on passait vers le chemin Scotch, dans les années du chemin Scotch, qui était un peu plus difficile comme tel. Puis on allait à Boileau, où il y a une grosse pergola à Boileau qui est immense. Là. C'est là que ça se passait. Il y avait un lunch. Moto International était le commanditaire, il fournissait le lunch. On est revenu, puis là, le monde, ils ont vraiment, on va dire, trippé sur la randonnée. Puis il y a une des personnes, son nom c'était Erwan, un collègue français, Ouais. il a fait une vidéo, puis c'est lui qui avait sorti le préfixe ride à la ride à touche. Donc c'est un Français qui a ajouté le préfixe ride à... Exactement. Puis ça l'a collé à partir de là. OK? Donc, fait que la première randonnée, elle s'est faite 6 mois avant la naissance du forum.
OK? Ouais. Et c'est un peu de là, je pense que je n'étais pas dans le cerveau de Marc là, dans ce temps-là, mais je pense que c'est un peu là que ça a commencé, là, comment on dit, la morphologie du mot raid d'aventure. C'est raid aventure, mais avec la petite touche là, RID aventure, au lieu d'RIDE. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Ah, c'est cool. Ben, tu vois, c'est ça. C'est des belles années. Ça a été pas remplacé, mais l'arrivée de Facebook a changé un petit peu toute la vie de ces forums-là, on va dire. Hein, grosso modo, les raids s'organisent beaucoup sur Facebook. Et du reste, la raid des débutants, aujourd'hui, ça passe par Facebook, entre autres? Ben oui, en fait, c'est Marcel Lachambre qui l'organise, la raid des débutants. C'est quelque chose que ça fait... ça doit faire proche d'une dizaine d'années, je pense qu'elle existe. Puis la raid débutant, ce qui est le fun pour ça, c'est que c'est vraiment fait pour aider les gens qui n'en ont jamais fait. Donc, tout à fait. Parce qu'il y a quand même, moi, c'est tout ça que je me dis, tu sais, bon, j'ai commencé la moto ça fait pas tellement longtemps, puis quand tu vois quand même le double usage, tu te dis, ah ouais, des sentiers, ça doit prendre quand même une maîtrise, fait que c'est un peu intimidant, en fait. Bien, c'est intimidant, puis il y a quelque chose avec la moto-aventure, c'est que il faut que tu te commettes. Tu peux pas embarquer à moitié. Ouais. OK, donc... tu peux pas faire une route molle à 15 km/h. Même si tu as tellement peur d'aller plus vite, c'est juste pire si tu vas à 15 parce que c'est probablement là que tu vas tomber. Donc, l'effet gyroscopique des roues, la vélocité fait que tu vas rester. Donc, il faut que tu te commettes à aller à une certaine vitesse. Puis, il faut que il y a toutes sortes de techniques que tu dois apprendre. Puis, je regarde l'émission Nomade en moto. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas encore, mais ça va venir. Ouais. C'est ça. Ben, dans cette émission-là, il y a Pascal, à un moment donné, qui dit que lui, c'est un pilote de route, Harley-Davidson, mais qu'il a grandi un peu dans le bois. Mais la moto-aventure, il n'avait jamais fait. Puis à la fin de la deuxième journée, il dit « J'ai appris plus en 8 heures de moto-aventure que j'ai appris presque en 10 ans sur la route. » Parce qu'il y a des choses... Avec une moto-aventure, ce qui va différer avec, mettons, une moto de route, c'est que tu vas être sur l'asphalte. L'asphalte, c'est un rail. Ouais, en ligne droite. C'est un rail. Tes dangers dans ce temps-là pour l'adhérence, c'est les bosses, c'est un peu de sable, puis de l'eau quand il pleut. Ouais. Bon, ça va, parce que... Mais quand tu vas dans la moto-aventure, ben là, tu t'en vas dans un autre monde. Là. C'est à force de 10, la différence. Fait que là, tu as toutes ces trois affaires-là. Mais là, tu vas rajouter après ça la gravel molle, la gravel dure, du sable mou, du sable profond, de la boîte, des pites de sable. La moyenne de vitesse n'est pas tellement plus bas que ce qu'on pourrait faire dans des petits chemins ici. Vous roulez quand même en haut de 50, 70. C'est quoi à peu près? Tu peux rouler à peu près aux mêmes vitesses. La grande différence, c'est en ligne droite, ça se fait assez facilement. Il faut que tu regardes en avant, puis il faut que tu t'habitues au fait que la moto, elle va vaciller. Puis quand tu es habitué de faire de la moto sur l'asphalte qui est vraiment planté... Ouais, c'est déstabilisant. Là. Sentir la moto faire ça, là, c'est terrifiant. Ben ouais, mais sauf que d'un autre côté, tu sais, parce que moi, j'ai commencé beaucoup sur la route, puis depuis une dizaine d'années hors route, tu sais. Sur la route, il faut que tu accompagnes ta moto. Sur la route, il faut que tu accompagnes ta moto. Tu es un passager, tu dois vivre avec elle. Ouais. Je vois beaucoup trop de monde sur la route, justement, qui sont statiques sur leur moto et qui ne vivent pas avec la moto. Et ça, je pense que c'est un problème. Ben, pas un problème, mais une constatation. Tu sais, on doit vivre avec sa moto. Et le hors-route, ça nous l'apprend à la dure, parce que si tu ne le fais pas, ça va mal. Ben, en fait, faire de la moto, c'est un peu comme danser le tango, mais c'est pas toi qui lead. Ouais, exactement. Okay. Non, ben là. Ouais, ça, c'est là où tu as de la misère. Hey, je te ramène tranquillement vers la classique parce que tu as commencé à nous parler un petit peu des origines de la classique. Donc, première édition avant même le Forum Ride Aventure. Là, ça commence à s'appeler vraiment la classique. T'as combien de participants au début? Une cinquantaine, on a vu? Des premières éditions, la première, deuxième, vraie classique. La première raid à touche, on parlait d'à peu près sur 58, 60. La première classique, en 2010, je pense, à ma souvenance, 100, 125 à peu près. OK, quand même. Ouais. OK. Et aujourd'hui? Ben écoutez, là, on est en phase d'inscription en ce moment. Là, aujourd'hui, on est jeudi aujourd'hui. Oui, on est jeudi, bon, oui. Mardi, c'est la journée d'inscription. OK, l'ouverture des inscriptions. Je vais me rappeler souvent de cette journée-là. Mais on a, la dernière fois que j'ai vérifié, là, on était rendu à peu près à 625. Wow, 625. Okay. Répartis sur 2 journées, c'est ça? Oui, c'est exactement. Okay. En fait, il y a le samedi qui est toujours la journée la plus populaire, parce que ça a toujours été traditionnellement le samedi, l'événement. Okay. On établit une limite de 400. Là, on est rendu, je pense, à 390. Le dimanche, on est rendu à peu près à 250.
Puis on s'attend que ça va être plein Ça là, va dans les prochaines, probablement dans une semaine. Est-ce que c'est le plus gros rassemblement moto ou événement moto qu'il y a au Québec? Ou, Pas en termes de moto, moto de route, mais en termes de moto-aventure, c'est le plus gros Canada. OK. De loin. OK, loin. ouais, c'est ça, je me disais, c'est quand même impressionnant. Et malgré tout, malgré que tu vas booker encore plein cette année, la COVID, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, ça a dû te faire mal. 2 ans d'absence, ça a dû, au niveau, je sais pas, des commanditaires, au niveau de ton équipe, as-tu perdu des membres? As-tu eu de la démotivation? As-tu eu des gens qui ont... Ben non, je pense qu'on a toujours resté motivés. La question, c'est toujours, on veut la faire, puis comment que ça va se faire? Puis je vous dirais même qu'on a organisé 2 classiques dans notre tête cette année, parce que quand on regardait les autres années, tout était barré à double tour au niveau des confinements, puis c'était pas vraiment évident. Cette année, on avait une brèche qui était ouverte où on pouvait faire 250 personnes extérieures. Okay. Ça, c'était dans la période vraiment critique là, de l'ancien variant. Là. Fait que là, on s'est dit, bon, on peut le faire à l'extérieur. Fait qu'on a pensé faire une version de la classique qu'on l'inversait un petit peu. C'était une version négatif de l'événement où qu'on disait, bon, mais on fait un départ léger par horaire de la chute, puis on reste à l'extérieur au Far West, où ce que les gens prennent leur lunch, puis après ça, les gens s'en retournent, puis ils font ce qu'il y a à faire. Puis c'était ça, en fait. Puis on avait tout monté notre documentation, nos plans de commandite là-dessus. Puis après ça, au mois de février, le gouvernement, ils ont dit, OK, on roule ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On est revenu à la formule originale. Fait que ça nous a retardé un petit peu, en fait. OK. Parce que là, il a fallu revenir en arrière. Puis c'est pas juste ça, c'est quand tu parles avec des commanditaires, c'est quoi ton offre? On ne fait plus la même chose. Là. Donc, fait qu'il a vraiment fallu vraiment se revirer de bord. Ça a été du gros travail, là, mais on... Mais vous y êtes arrivé. En tout cas, vous êtes en train d'y arriver. Oui. Vous travaillez fort. Écoutez, il y a beaucoup de travail là-dedans. Puis on a toujours l'impression qu'on est un peu comme ça. Là. On cherche un peu notre heure, mais ça finit toujours bien. Puis, vous êtes une équipe de combien pour organiser tout ça? Parce que 300 personnes, là, j'imagine, tout le site, réserver les endroits, tout le kit, c'est quand même quelque chose. La communauté Raid Aventure, ça a toujours été une communauté de bénévoles. OK? Donc, depuis le début. On regarde un peu la TQT, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un comité central, là, on est 5-6, à peu près 5-6. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, des choses comme ça. Puis, le plus qu'on s'approche de l'événement, plus que l'équipe grossit. Puis, quand on arrive le jour de l'événement, là, on recrute, là, je vous dirais que sur toute la vie de l'événement, à peu près 80 bénévoles qui vont quand même, hein? Ah oui, OK, quand même du monde. Hein? Ouais. C'est vraiment une grosse organisation. Ouais. Quand j'y ai participé, j'étais surpris. La première année, tu arrives là et tu dis « Wow! » Mais c'est électrique quand tu arrives là le matin. On s'était pointé vraiment de bonne heure. On faisait partie, on aurait dû faire partie de l'équipe de bénévoles, mais cette journée-là, tu en avais suffisamment, ça a l'air. Fait que on a participé comme tout le monde. Puis c'était vraiment cool. Puis c'était sympa. On va s'en reparler de tout ça. Ce que je voudrais t'entendre parler, c'est le participant cible. En fait, le participant qui s'inscrit, c'est quel type? C'est plus des gars, plus des filles? Ça a 50 ans, ça a 20 ans, ça a 30 ans, ça n'a pas d'âge? Ton plus vieux, y avait-tu 78 ans? Puis... Hein, j'ai jamais mesuré le plus vieux, là, mais je te dirais qu'année après année, là, on regarde à peu près, mettons, au niveau démographique, l'âge, c'est sûr à peu près l'âge mettons, des motocyclistes. Parce qu'on regarde les motocyclistes, il n'y en a pas vraiment des jeunes. Non, ça ne rajeunit pas, non. Non, c'est ça. Fait, pour preuve. Puis, exactement. Puis, tu sais, je te dirais que l'âge moyen, là, c'est peut-être 45 à 60 à peu près. Okay. Tu sais, t'en as un petit peu plus, t'en as un petit peu moins, mais c'est vraiment dans cette braquette-là que ça joue. Au niveau des genres, là, à peu près 15-20% féminin. Quand même, hein? C'est cool. Oui, c'est cool. Surprenant. Ouais, c'est surprenant. Est-ce que c'est une proportion qui tend à augmenter avec les années? Ou honnêtement, j'ai toujours eu l'impression que oui, mais à chaque fois que je vais voir, ça se ressemble pas mal. C'est la même chose. Mais c'est pas évident, hein, parce que la moto-aventure, c'est que on regarde au niveau de la moto de route, on voit que, on regarde les cours de conduite, il y a beaucoup plus de gens féminines qu'avant. Mais moi, je pense qu'on est juste comme 10 ans en arrière. Je pense qu'éventuellement, ça va se rattraper. Parce que si tu dis que les participants type, mettons, ils ont 40 à 50 ans ou 60 ans, je pense que c'est un peu ça mon impression, c'est que ça te prend comme une expérience moto. Tu vas commencer, je sais pas, motocross, tu vas faire un peu de moto de route, puis tôt ou tard, tu vas dire, tu as fait le tour, puis tu te dis, là, j'ai le goût d'explorer, puis au Québec, on est quand même t'as raison. T'as tout à fait raison. Ce qu'on voit le plus souvent,
c'est quand tu fais de la moto de route, OK, bon, tu restes à un point X. Bon, mais au début, c'est le fun. Là. Tu te promènes, puis tu vas avec tes chums, tu vas prendre la telle Tim Horton ou Starbucks, c'est une BMW, puis... excusez. Puis, tu sais, fait que là, à un moment donné, tu fais tes randonnées, puis ton cercle, il se grandit de plus en plus. Mais à un moment donné, c'est que pour avoir du plaisir, tu vas toujours de plus en plus loin. Ouais. Puis... Quand tu arrives, il faut que tu fasses une demi-journée ou une journée pour voir quelque chose de vraiment nouveau. Souvent, les gens, ils commencent un petit peu à trouver ça un petit peu plate. Jusqu'à une certaine mesure. Tu es des vrais passionnés. Ce qu'on voit souvent, c'est que quand les gens ils ont de la moto, ils s'introduisent à la moto-aventure, ce qu'ils découvrent, là, c'est qu'il y a à peu près 5 fois plus de chemins qui sont pas pavés à l'intérieur du même périmètre. Ouais, c'est la diversité des itinéraires que tu peux faire. Okay. Ouais. Ben, écoute, moi j'ai regardé un documentaire sur Radio-Canada il n'y a pas longtemps, puis il disait qu'en chemin forestier, il y en a 474 000 km juste au Québec. OK. Quand même, hein? Fait que, beaucoup de terrain de jeu. Ah oui, puis tu sais, tu regardes, là, mettons, en termes de route d'asphalte, là, je sais même pas si... je n'ai pas le calcul exact, là, mais ça ne doit même pas représenter 15 ou 20% de ça. En plus que les routes au Québec, on peut se le dire, c'est pas nécessairement intuitif pour la moto tout le temps. Non. Une moto-aventure, oui. Ben, exact. Et puis, mais ce que je dirais aussi, c'est que la moto-aventure, elle s'est démocratisée parce que ce sont des motos qui sont de plus en plus... qui sont certaines plus accessibles parce que destinées à différents marchés et aussi leur qualité routière. Oui. Puis je vais te prendre à exemple des KTM 1290, des GS de ce monde, même un Vistrom 1050. Sur la route, là, je veux dire, t'as pas à avoir honte. Il n'y a pas un pneu à piton qui fait pas ce que beaucoup d'autres pneus font. Là. Donc, cette qualité-là a fait que la moto-aventure, elle devient intéressante. Oui, bien en fait, une moto-aventure, là, au niveau de l'ergonomie du pilote, c'est une position qui est très confortable. C'est une moto qui est construite pour rouler pendant des heures et des heures. Ouais. Tu sais, contrairement, mettons, à une moto qui est plus un cruiser, où tu es plus écrasé, plus penché en avant, tu as une suspension qui est hyper confortable. OK? Puis, on se le cachera pas, tu sais, comme le fait que tu puisses aller dans des endroits que tu n'as jamais fait avant, ça, c'est un gros avantage. Tout à fait. Je voudrais aussi savoir, parce que moi, ce qui m'avait impressionné quand j'avais fait la classique, c'est qu'il y avait du monde du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario. Il y avait des Américains qui étaient venus avec leurs remorques. T'en as du monde qui viennent d'ailleurs, là? Oui, bien en fait, cette année, on va avoir des gens de la Californie. Wow! OK. C'est quand même 5000 km de route. Oui. C'est quand même pas pire. En fait, j'ai parlé... Ils viennent en moto ou ils les font transporter ici? En fait, c'est un gars que je connais. Son nom, c'est Nick. Puis il m'a texté l'autre soir. Il était à 2h30 du matin. Puis il dit By the way, I'm coming to the Classic. Wow. Puis là, il reste... Parce qu'en fait, avant, il restait à Montréal. Là, il est rendu à Californie. OK. Puis là, il s'en vient ici directement. Puis... Hey, la Californie. Fait que c'est ça, tu sais, t'as du monde, tu ratisses de plus en plus large, là, j'imagine. Oui, on ratisse large, mais c'est difficile pour quelqu'un de l'externe de participer à la classique. Puis mais c'est ça que j'allais te demander, si c'était le même groupe qui revient à chaque année ou si c'était un gros renouvellement? Il y a du renouvellement. Okay. Je te dirais peut-être 30-40%, dépendant des années. Mais l'affaire, c'est que quand tu veux inviter des gens de l'externe, c'est tellement, je vais utiliser le mot violent pour s'inscrire, c'est tellement rapide que les gens de l'extérieur ne sont pas habitués à ça. OK. Puis le problème, c'est qu'à cause qu'on est dans un environnement francophone, c'est difficile de passer le message, tu sais, que dépêchez-vous, puis manquez pas votre chance. Parce que ça arrive comme, au début, je faisais des annonces sur ADV Rider, puis... les gens, c'est pour ça qu'il y avait des fois un Américain ou deux qui pouvaient passer le maillon, là, mais quand que les gens ils s'inscrivent à la classique, ils se parlent, puis ils se coordonnent, puis comme tu vois, juste samedi matin, en fait mardi matin, quand on a ouvert les inscriptions, à la fin de la journée, on était rendu à 600 quelques inscrits. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est violent. C'est tout le monde se passe le mot, puis je veux dire, après 2 ans, le monde, il l'attendait. Hein, je veux dire, c'est simple que ça. Il y a eu beaucoup d'engouement aussi, justement, à cause de la pandémie. Il y a eu beaucoup d'engouement pour tout ce qui était extérieur. Là, fait que des raids comme ça doit être... Puis il y a 10 000 nouveaux motocyclistes par année depuis 3 ans à peu près. Donc, là-dedans, il y a du monde qui... Je serais curieux de savoir la proportion de ces nouveaux motocyclistes qui vont directement... il ne doit pas y en avoir tant que ça. On commence sur la route. Je pense que ça, c'est partout en Europe. Tu commences sur la route, je pense.
Puis à un moment donné, pour une raison X ou Y, l'asphalte finit en dessous de tes roues, puis tu te dis, ah ben tiens, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose, c'est comme la vie après la mort. Oui, c'est ça, exactement. On va parler de l'événement en tant que tel. Oui. Le déroulement d'une journée, ça se passe comment une journée à Classique, grosso modo? Là? Si tu fais un wrap-up, on est accueilli, ça je m'en souviens. Oui. Mais en fait, quand tu arrives à la Classique, en fait, c'est une opération un peu militaire. OK? Donc, tout le monde arrive en même temps, tout le monde part à peu près en même temps. Puis quand je dis militaire, c'est que tu arrives, tu rentres dans une ligne. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va t'identifier, on va te faire signer une décharge de responsabilité. Après ça, on a un beau collant à mettre sur ta moto avec ton nom dessus. On lave ta vitre, on met ça sur sur ta vitre. Après ça, tu avances à peu près 200 pieds. Là, on t'arrête. Là, après ça, on a un T-shirt qu'on te donne, un T-shirt, un sac avec des cadeaux. Puis ensuite, tu t'en vas dans l'aire de départ. Puis dans l'aire de départ, mettons, tu as 5 catégories. Donc, le très difficile à très facile. Donc, A, B, C, D, E. OK? Donc, mettons, toi, tu as C1, OK? Sur ta moto. Ça, c'est ton équipe de 10 participants. Fait que là, tu vas arriver au seuil où il y a toutes les équipes. Là, on va dire, OK, toi, tu es dans le C, tu t'en vas par là. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'accueillir. Tu parques ici. OK? Puis les équipes, juste par curiosité, sont faites en fonction des niveaux ou les gens arrivent déjà en se disant, tu sais, j'ai mon équipe, là, j'ai mes du chum. Ça, c'est tout fait d'avance. Parce que toi, quand tu vas t'inscrire, il y a des choix que tu fais en t'inscrivant. Donc, tu vas dire, ben moi, mon niveau de pilotage va s'adapter à ce type de route-là. Fait que tu vas choisir cette route-là. Puis après ça, ben toi, tu es attaché à cette équipe-là pendant tout l'événement. Fait que quelqu'un tout seul, mettons qu'il n'y a pas déjà des chums qui font du ADV, pourrait quand même se dire, ah ben je m'inscris, puis il va être mis dans un petit groupe. Exactement. En fonction de il y a beaucoup d'amis qui se sont formés à la Classique comme ça. C'est le fun, ça. Il y a beaucoup d'amis. Ouais, tu nous parlais de circuit. Moi, je me souviens dans le temps, tu avais panoramique, classique régulière, classique plus. On a changé un petit peu ça cette année. OK. On avait la panoramique et la classique. Donc, dans le fond, la panoramique, c'était 80% d'asphalte, 20% de gravel. Après ça, tu avais la classique qui était 60% gravel, 40% asphalte. Il y avait très peu de gens qui allaient dans la panoramique. Fait qu'on a décidé d'éliminer celle-là cette année. OK. Donc, je me disais, c'est une belle place pour commencer. Mais en fait, la pano, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle existait. Ça faisait 2 ans. Mais tu avais toujours juste une équipe qui y allait. Puis finalement, avant ça, on le faisait, puis il embarquait déjà dans l'autre groupe, puis ça se passait très bien. Là, Fait qu'après ça, tu as la Classique Plus. Donc, Classique Plus, c'est toujours asphalte gravel. Puis celle-là, tu vas aller dans les sentiers. Donc, tu vas aller dans des sentiers. Des fois, tu vas avoir un peu de boue, un peu de sable, des choses comme ça. Fait qu'il faut que tu aies un minimum d'expérience pour aller en sentier. Cette année, on a rajouté une nouvelle route qui s'appelle l'Intrépide. C'est qu'avant ça, on passait de la Classique Plus, puis on allait dans les routes qu'on va appeler ça les pilotes experts. Donc, il y avait comme un... Il y avait un gros gap. Il y avait un gap au niveau de difficulté. Fait que j'avais des gens qui étaient pas assez forts pour aller dans la plus forte, mais ils trouvaient ça plate dans celle-là. Fait qu'on a créé un entre-deux qui s'appelle Intrépide, puis je te dirais que ça l'a bien répondu, parce qu'avant ça, on avait autant de Classique Plus que tous les autres équipes mis ensemble. Puis là, maintenant, c'est séparé moitié-moitié entre la Classique Plus. Puis, fait que ça fait 300 personnes, tu dis à peu près 400 personnes, 400, à peu près 5 groupes, c'est ça? C'est 5 groupes, oui. 5 groupes. Ça fait que ça fait quand même des gros... chacun des itinéraires, c'est des groupes quand même assez importants. Là, c'est des groupes de maximum 10. Donc, tu as un guide ou un leader, appelle-le comme tu voudras, un chef de groupe. Il faut qu'on change la nomenclature, là, mais... fait que c'est un chef de groupe. Puis ensuite de ça, lui, celui qui a le tracé, va mener ses why, si on peut dire, pendant tout le tracé. Et son travail, c'est de vérifier, est-ce que tous les gens qui sont derrière moi, est-ce qu'ils suivent tout correctement? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents. Puis il y a des gens, souvent, pendant la sélection des routes, ils vont tendance un peu à se surévaluer. Ou parce qu'ils ont fait ou ils sont peut-être habitués de rouler dans des conditions sèches avec 1 ou 2 personnes. Tout d'un coup, ça change, puis c'est plus difficile. Mais là, tu roules dans des conditions printanières qui n'est pas nécessairement ce que tu es habitué. Puis tu as aussi un effet de groupe là-dedans où quand tu es 2-3, tu peux arrêter. Hey, on va arrêter ici. En groupe, c'est pas aussi évident d'arrêter. Fait qu'il y a une cadence qui est beaucoup plus importante. Puis, je ne veux pas dire cadence rapide, mais c'est que tu n'arrêtes pas aussi souvent, puis il n'y a pas autant de repos, peut-être. Oui, puis le fait de rouler en groupe à moto, c'est toujours un défi supplémentaire. Parce que quand tu ne connais pas les gens avec qui tu roules, tu as des automatismes que tu n'as pas
Alors que quand tu roules avec certaines personnes tout le temps, ben, je pense à Marc et moi, exemple, on a développé une complicité et ça, c'est valable pour tous les motards qui roulent dans un groupe. C'est ça, exactement. Parce que c'est certain que quand on fait on va appeler ça les speeches de sécurité, on dit aux gens, ben la première chose, c'est que tu suis le code de la route, tu suis la vitesse. Ce qu'on demande aux gens, c'est quand tu arrives dans des endroits où il y a du résidentiel, puis on va mettre beaucoup l'emphase là-dessus cette année. Dans un quartier résidentiel, il faut que tu aies au moins 10 km en bas de la limite. La raison est bien simple. C'est qu'une moto va passer à 50 km/h, personne ne va s'en rendre compte, puis c'est vite fait. 10 motos à 30 pieds d'intervalle qui roulent 50, c'est un train. C'est ça, exactement. Okay. C'est un train. C'est un gros 53 pieds qui passe avec bien des roues. Puis, tu sais, ça lève la poussière, ça fait du bruit, ça n'arrête pas. Fait que la madame qui a son chien qui se promène, puis ou ses enfants sur le terrain, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant. Puis, tu sais, qu'on demande aux gens dans ces circonstances-là qu'ils baissent vraiment leur vitesse dans les quartiers résidentiels là, pour aider. Ben justement, ça m'amène à t'amener, toi, vers l'avenir de la classique, parce que dans le temps, il y a quelques années, tu sais, j'avais entendu parler peut-être pas de changement de territoire, mais d'un petit peu d'itinérance. J'avais entendu parler, tu me corrigeras si c'est pas vrai, là, qu'il y avait certaines personnes qui disaient à chaque année 500 bicycles dans ma cour. Tu sais, je commence à être écœuré, tu sais. Puis on peut le comprendre, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Parce que moi, je me dis, tu sais, moi, je l'ai pas fait, mais tu as des gars qui viennent à chaque année. Puis tu sais, à un moment donné, faire sensiblement la même route à chaque année, peut-être que ça vient un petit peu... tu sais, ils sont contents parce qu'ils font partie de l'événement, mais ils voudraient peut-être aller ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être de déplacer la classique, de l'amener... C'est déplacer un monstre, pas bien des choses. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui arrive, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'étaler les routes ou on essaie de faire passer, mettons, des routes différentes dans des quartiers différents, justement pour moins être stressant pour les gens. Changer, mettons, la randonnée là, mettons, d'une région à une autre, ça implique réapprendre... La logistique, réapprendre tous les chemins. C'est surtout de savoir, parce que c'est pas juste regarder une carte et regarder les chemins, c'est de savoir dans quel sentier, qu'est-ce que je peux m'attendre. Ça prend des années d'expérience à te promener. Je vous dirais que le chemin Scotch a été un petit peu le lieu de naissance là, de toute la classique, là. Malheureusement, le chemin Scotch, c'est fini. C'est plus ce que c'était. Puis c'est correct. C'est correct. Ça évolue. Regarde, il y a 30 ans, à Saint-Eustache, tu avais des sentiers comme ça, puis ça n'existe plus. Là, fait que ça fait partie de tout le développement urbain, puis on doit s'adapter. Donc, nous, là, on a l'avantage de pouvoir parler avec certains propriétaires terriens. Donc, il y a certains qui apprécient qu'on leur demande, puis comme quoi c'est ponctuel, puis ils nous laissent passer. Mais chose certaine, c'est que si les gens retournent sur les mêmes sentiers après, bien là, ça peut compliquer les choses pour retourner dans les années qui suivent. Oui, effectivement. Oui, parce que ça, c'était un problème que j'avais entendu aussi, que le monde, ils savaient qu'ils étaient passés avec la classique à telle place, puis ils s'essayaient pour repasser hors saison, on va dire, là, hors classique, puis c'était pas vraiment bienvenu. Si je te dis combien de temps encore tu penses que la classique, t'es parti pour combien de temps? T'en veux encore? On s'essouffle tous. Moi, des fois, tout ce moteur, là... Il nous essouffle, ça, c'est vrai. Regarde, mais je vais le dire, mais mes amis vont rire quand je vais dire ça. À chaque année, après la classique, je veux arrêter. OK. C'est séparé à chaque fois. Puis à chaque année, c'est... Parce que, tu sais, il y a plein de phases émotives dans tout ça. Il y a la fatigue, il y a l'excitation, il y a l'appréciation. Tu sais, mettons, s'il y a quelqu'un qui chute, ben, il y a le stress. C'est comme des montagnes russes émotives, là, tu sais. C'est sûr que moi, je ne pourrais pas la faire éternellement. Tu sais, moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse dire, ben moi, je vais prendre la relève, puis je vais être capable d'amener ça dans à un autre niveau intéressant. Fait que éventuellement, j'aimerais ça que ça arrive. Oui, je comprends. Hein, parce que ça doit être lourd à porter des fois. Hey, là, c'est le moment où tu peux si ça t'intéresse, si ça te tente, j'avais à ton équipe remercier tes commanditaires. Let's go. C'est qui tes commanditaires? Qui t'appuie? Ton équipe, tu me parlais de 6-7 personnes. Ouais. La classique, en fait, je peux parler des commanditaires après, mais la classique, elle ne peut pas exister sans les bénévoles. Okay? Tu sais, moi, j'ai toujours des idées folles. Je suis une personne qui a des idées, puis des fois, les gens, ils me trouvent un peu élevé, des fois, où je m'en vais avec mes affaires. Là. Mais
La classique, c'est des heures de travail. Tu sais, en ce moment, sur le comité, là, il y a Sandra, il y a Dominique, il y a voyons, Louis, il y a un nouveau monsieur qui s'appelle Daniel, il y avait Nicolas qui, lui, s'est trouvé une job et il ne peut plus rester. Il y a plein de gens qui nous aident autour. Il y a des gens qui nous aident au niveau de tous les T-shirts. Il y a Claudia, il y a Claude. Il y a des commentaires qui nous aident. Je reçois constamment des offres de gens. Marc, j'aimerais ça être bénévole, j'aimerais ça vous aider. Notre défi, c'est d'essayer de coordonner tout ça et de trouver les bonnes personnes pour les bonnes choses. En bout de ligne, la classique, si elle n'avait pas de bénévoles, elle ne pourrait pas exister. Ouais. OK? Puis c'est ça la beauté de l'événement. Ouais. Il n'y a personne qui fait un salaire avec ça. On gère l'événement, ce qu'on met dedans, ce qu'on reçoit, ça va dans l'événement. Ça va dans l'événement, c'est ça. Puis c'est ça. Vraiment 80 personnes à toutes les années qui font que ça vaut la peine d'aller à cet événement. Fait que c'est vraiment l'expression de la passion. Par ce que vous faites, par l'organisation, vous exprimez votre passion envers la moto, envers le monde motocycliste. C'est vraiment ça. Ouais. Je pense que les gens voient l'énergie que le comité met dans cet événement-là. Puis ils voient aussi comment, quand une fois que tu l'as fait, tu comprends c'est quoi. C'est comme tu fais, waouh, ça c'était vraiment cool. Là. Puis, fait que les gens, quand ils voient la passion de tous ces gens-là, puis le temps qu'ils mettent dedans, puis c'est pas juste moi, là, c'est Sandra, c'est tout le monde. Là. On dirait que ça les entraîne. Si on faisait un événement où c'était pécunier, puis on va sortir un peu d'argent, puis les gens nous diraient, ben garde, paye-moi, là, puis... c'est ça qui devient la motivation. Oui, exactement. C'est la paye. Oui, exactement. Mais pas dans ce cas-là. Non, mais c'est ça, parce qu'on le fait vraiment de bon cœur, puis c'est sûr qu'on gère d'argent, puis on gère des commanditaires, puis... Mais si vous voyez des factures rentrées pour la classique, vous seriez stomaqué. J'en doute même pas. Pas besoin d'être membre de la FQMHR pour cette journée-là si on va en sentier. Ouais. Donc ça, c'est important de le dire parce que ça peut être quelque chose. Les gens disent j'irai pas, j'ai pas ma passe FQMHR, j'irai pas en sentier. Pas besoin. Non, en fait, il faut que ta moto soit légalement plaquée pour la route, première des choses. On demande aussi que la moto elle soit comme équipée pour rouler en sentier. Okay. Parce que c'est pas juste d'avoir une moto double usage. Si tu as des pneus de Tourance dessus, puis on est dans les conditions de printemps, ben, une moto qui n'a pas de crampons, elle va flotter. Ouais. OK? Puis tu vas perdre le devant, puis c'est là tu vas te casser une clavicule ou des coupes, des choses comme ça. Donc, on exige que, dans le fond, la moto elle soit légalement en route, qu'elle ait des pneus bien cramponnés, que les personnes soient habillées de la tête aux pieds. Et on demande aussi d'avoir un protecteur dorsal. OK. Parce que des fois, tu peux tomber par en arrière. Donc, protecteur dorsal dur. OK? Pour la sécurité des gens. C'est sûr que ça, c'est plus pour les routes les plus difficiles. Dès que tu vas en sentier, on demande ça. OK? Pour la route classique, on n'ira pas jusqu'à demander le protecteur dorsal, mais on va quand même demander l'habit anti-abrasion, puis les petits pads internes, ces choses-là. Fait que ça prend un kit quand même double usage. Là, je vois mon ami Marc, là, je pense à mon ami Marc qui a son kit. Là. Ça prend ça. Là, les bottes. Regarde, la question qu'il faut que tu te poses, c'est t'aimes-tu mieux payer 1 000 ou te remplacer la peau? Non, ça, c'est pour moi, c'est un no-brainer. Surtout, j'ai la peau tellement douce. Et puis... je n'étais pas sûr de ça, mais en tout cas. Non, pas sûr de cela. Mais et la dernière chose que je voulais te demander, admettons, je sais pas moi, j'ai tout ça, j'ai mon petit kit, j'ai pas de moto. Est-ce qu'il y a moyen de louer, de faire un démo ride sur une moto à la classique même? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Louer une moto pour rouler à la classique, c'est très difficile parce qu'il y a très peu d'entreprises qui en louent. Okay. Il y en a quelques-unes. OK? Faut juste voir avec eux si leurs assurances ils permettent de rouler hors bitume. Parce que c'est il y a souvent des petites anicroches au niveau des assurances. Mais au niveau de la classique, il n'y a pas un exemple, je te dirais KTM ou Husky qui vient avec quelques motos. Oui, cette année, en fait, là, on a dans notre recherche de commanditaires, c'est un peu inversé à ce qu'on avait dans les autres années. Jadis, on avait beaucoup de concessionnaires. Cette année, on en a un peu moins, mais on a beaucoup plus de gros commanditaires. Donc, on a un nouveau commanditaire cette année que moi, je trouve... si tu m'avais demandé il y a 3 ans si ce commanditaire-là, il aurait un jour commencé la classique, je t'aurais traité de fou. Mais cette année, on est heureux de dire qu'Harley-Davidson Canada, ils sont les commanditaires de l'événement. Ils viennent d'embarquer dans ce segment-là. Exactement, avec la Pan-America que j'ai essayé l'année passée, qui est vraiment... qui est bien réussi, honnêtement, pour un premier essai.
Donc, Harley-Davidson sont devenus le commanditaire en titre de l'événement. Donc, ça va être une belle expérience pour nous, comme de gérer avec eux tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, ils font pas rien à moitié. Je pense que c'est quelque chose qui va peut-être arriver de plus en plus, parce que moi, j'avais entendu dire que les grandes marques veulent plus tellement faire les salons. C'est sûr qu'on a manqué 2 salons de la moto, puis que de plus en plus, ils vont investir dans des événements qui sont plus représentatifs en fonction des segments de moto. C'est sûr que pour des événements comme nous, c'est intéressant parce que ça nous aide à organiser les choses. Puis comme autre commanditaire important, Honda Canada reviennent. Okay. Donc, eux étaient notre commanditaire principal en 2019. Pré-pandémie. Ils reviennent cette année aussi comme notre commanditaire, on va appeler ça la catégorie Diamant. Et KTM Canada sont là aussi. Okay. Puis je vais être honnête avec vous, j'avais le goût d'appeler Yamaha Kawasaki. Leur dire, mais j'ai manqué de temps. Ce ne sera que partie remise, peut-être l'année prochaine. On est rendu, ça touche à sa fin. On a eu une bonne jazzette ensemble. Tonton, je vais te laisser la conclusion. T'as-tu d'autres questions? Non, je trouve ça fascinant parce que c'est un segment, moi, que je connais pas beaucoup. Puis c'est un peu impressionnant. Là, de dire, on s'en va dans le bois, tout ça, puis de joindre un truc comme ça, là, c'est quand même quelque chose. Là. Ouais. Si je peux me permettre, la pièce de performance la plus importante sur une moto, là, c'est entre le siège et le guidon. D'accord. Okay? Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que peu importe la moto que tu vas avoir, si tu as des bons pneus, tout le reste, en fait, ça dépend de comment toi, tu es sur la moto. Puis le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence, prends des cours de moto en route. Ah, OK. Ça, c'est très important parce que faut que tu apprennes... Il y a des techniques différentes qu'il faut que tu maîtrises. Oui, mais c'est beaucoup des techniques. Le secret en moto-aventure, c'est l'équilibre. C'est comment tu vas te positionner. Tu sais, j'ai déjà utilisé le terme danser tantôt. Là, tu penses à tango. Ben, c'est sûr que le tango, tu n'as pas tout le contrôle, mais tu dois faire un avec la moto. Ouais. Donc, quand tu rentres dans des courbes, c'est savoir comment positionner ton corps, parce que ton corps, c'est un peu comme une pendule, puis tu dois positionner la pendule à la bonne place. Ouais. Puis une fois que tu maîtrises cet aspect-là, c'est là que tu vas voir une différence. Puis il y a une chose, c'est que une fois que tu maîtrises la moto-aventure, ça devient très grisant. OK. C'est extrêmement grisant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est pas une expérience que tu vas avoir sur l'asphalte. Puis, c'est complètement différent. Tu vas maîtriser une moto à 50-60 km/h. Là, tu vas faire des choses avec là, que tu vas avoir l'impression que tu roules à 150 sur la route avec. Okay. C'est juste que la façon que ça bouge, puis comment tu vas rentrer, puis comment elle va négocier une courbe, là, c'est vraiment cool. Puis une fois que tu te fais mordre par cette bibite-là, tu peux plus retourner en arrière. Okay. Cool. Fait que la grande question, mon Hervé, c'est un coup que tu auras maîtrisé les bases de la conduite hors route, la classique, c'est pour toi? Visiblement pas cette année, parce que ça a l'air que c'est déjà plein. Ouais. Non, c'est pas grave. Non. En fait, tu peux t'inscrire dans les catégories les moins élevées, comme la classique, mais il y a quelque chose, c'est qu'il y a l'école de moto en route, Académie Ride d'Aventure. Okay. Ils vont donner des cours à la classique. Ah, OK. Donc, si toi, tu veux être initié, ça va se passer sur le terrain de la classique. Fait que là, tu n'as pas d'excuse de venir. Non, c'est ça. Je te prête mon bike. Ah, ben, c'est T'embarques? Il manque plus le reste du kit, mais on va s'arranger. OK, on va regarder si les dates fonctionnent. On va te mettre du bubble wrap. C'est ça, les 2x4, c'est bon. Je vais tout te prêter. J'ai un kit où j'ai sué dedans. Là. Tu vas voir, ça va tellement être agréable. Un bon vieux stock de hockey. Ben oui, ça va être bon pour ta peau douce, tu vas voir. Hey, Marc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de ta générosité. Tu connais super bien ton produit. C'est un produit qui est abouti. C'est vraiment, comme je te dis, j'y ai participé rien qu'une fois, mais c'était impressionnant. Donc, je te remercie au nom de tous les motocyclistes qui nous suivent de mettre ça à notre disposition. C'est super. Je te remercie d'avoir été avec nous. Moi, sur ce, je vous dis que si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Surtout, partagez, gênez-vous pas. Là, partagez à Bonne Nouvelle. Soyez généreux. Très le fun. Vous allez aussi pouvoir retrouver toutes nos belles discussions en podcast. Donc, vous nous rejoignez pour le reste sur les réseaux sociaux. Hervé, Arnold, tu es toujours un partenaire agréable. Absolument. Marc, merci beaucoup. Un plaisir. Salut tout le monde à la maison. Ciao. Bye bye.